en physique classique, il y a deux sortes d'entités physiques qui ont des statuts bien identifiés et qui sont traitées de façon différente. Il y a d'une part les corpuscules, et puis d'autre part les ondes, qui se propagent dans l'espace, qui sont donc non localisées, en tout cas pas localisées d'une façon précise. Ces deux types d'objets sont décrits de façon différente, et la physique quantique va obliger à une sorte de rapprochement de ces deux concepts, sans parvenir vraiment à une synthèse. On va simplement mettre en avant un nouveau type d'objets, des objets quantiques, qui ne sont ni des ondes, ni des corpuscules, mais qui parfois se comportent comme des ondes, et qui parfois se comportent comme des corpuscules. Ça ne veut pas dire qu'ils soient la synthèse des deux, ça veut dire que les deux aspects de ces objets vont se manifester tour à tour, sans qu'on puisse les voir simultanément agir en même temps. La physique quantique est le résultat d'une assez longue histoire et elle a commencé d'une façon un peu étrange. On aurait pu s'attendre à ce que la physique quantique, elle naisse à partir de l'étude de l'atome. Mais en réalité, elle est apparue à cause d'un problème en apparence marginal, qui est le problème du corps noir. Un corps noir, c'est une enceinte dans laquelle on piège la lumière. Donc la lumière qui est contenue dans cette enceinte interagit avec les parois, qui sont des parois matérielles. Et à la fin du XIXe siècle, les physiciens étaient capables de décrire théoriquement la distribution des fréquences de lumière à l'intérieur de cette enceinte, et puis par ailleurs de faire des mesures du spectre de cette lumière qui étaient de plus en plus précises. Et on s'est rendu compte qu'entre les lois de la physique classique, celles qui avaient été bâties donc au XIXe siècle, et puis les résultats expérimentaux, il y avait un désaccord indéniable, énorme même, puisque les calculs classiques prévoyaient que dans une enceinte, dans un corps noir donc, eh bien la quantité d'énergie contenue devait être infinie. Et celui qui a trouvé une formule qui rend compte de l'expérience, c'est Max Planck, qui a proposé cette formule à la fin de l'année 1900. Et cette formule supposait, même si Planck n'en était pas lui-même complètement convaincu, que les échanges d'énergie entre la matière et la lumière étaient quantifiés. C'est-à-dire que la lumière et la matière ne peuvent échanger de l'énergie que par petits paquets, des quantas, qui vont bien plus tard donner leur nom à la physique quantique. Donc les quantas arrivent en physique d'une façon très marginale. Ils ne concernent que les échanges d'énergie entre la matière et la lumière. Et puis en 1905, Einstein, lui, va prendre au sérieux les hypothèses de Planck, il va leur donner une contrepartie physique. Et on peut dire que l'acte de naissance véritable de la physique quantique, c'est un article d'Einstein en mars 1905, qui concerne l'effet photoélectrique. Einstein montre que certains phénomènes physiques ne peuvent être compris que si on admet que dans la lumière, il y a des paquets d'énergie. Évidemment, si on admet que la lumière est faite de paquets d'énergie, on ne peut plus expliquer les interférences lumineuses. Donc Einstein montre qu'il y a une sorte de problème, et ce problème, c'est la physique quantique qui va le résoudre. Revenons en arrière. En 1806, Thomas Young réalisa une expérience qui montra la nature ondulatoire de la lumière. Il fit passer de la lumière à travers deux fentes très rapprochées. Sur un écran placé derrière, apparurent alors une alternance de bandes lumineuses et de bandes sombres, des franges d'interférences lumineuses. C'est-à-dire que si on superpose de la lumière, on peut avoir davantage de lumière ou plus du tout de lumière. Pour comprendre ce phénomène de superposition, d'interférence, on va faire une analogie avec des rides capillaires à la surface de l'eau. On fait passer à travers deux fentes de petites vaguelettes d'une certaine hauteur. Après les deux fentes, elles se superposent à certains endroits. Si deux sommets, deux bosses, arrivent au même endroit au même moment, leur hauteur s'additionne. De la même manière, deux creux s'additionnent. Les vaguelettes sont deux fois plus grandes. Ce phénomène de superposition est typique des ondes. Thomas Young a montré que la lumière peut se comporter comme une onde, puis Albert Einstein a montré que la lumière était formée de petits paquets, des quantas. On est là en plein dans l'étrangeté quantique.
Maintenant, dans une nouvelle expérience, on envoie de la lumière photon par photon. On s'arrange pour que dans le dispositif expérimental ne soit présente qu'une seule particule à la fois. On en envoie une. Elle donne un impact ou non sur la plaque photographique. Mais on n'en envoie une deuxième que lorsque la première a disparu du dispositif expérimental. Et alors, dans ce cas, on ne voit plus d'interférence. On voit des impacts qui semblent être des impacts corpusculaires. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure que les particules arrivent sur la plaque, on voit se reconstituer les franges d'interférence qui avaient été observées lorsqu'on envoyait des photons en grand nombre. Les particules semblent manifester un aspect corpusculaire puisqu'elles se déposent de manière très localisée sur la plaque photographique. Et en même temps, leur comportement statistique, quand un grand nombre de particules sont déposées sur cette plaque, semble invoquer un aspect ondulatoire. L'expérience des fentes peut être également réalisée avec d'autres particules. Le résultat est identique. Avec des électrons, on observe aussi des interférences. Donc, on ne peut plus dire que les électrons ou les photons sont des corpuscules purs, parce que si c'était le cas, il n'y aurait pas d'interférence. On ne peut plus dire non plus que ce sont des ondes pures, puisque dans ce cas-là, il n'y aurait pas d'impact localisé. Ce ne sont ni des ondes, ni des corpuscules. Ce sont bien là les formules fondamentales de la théorie des quantas de lumière. Elles s'appliquent aussi bien à la matière et au rayonnement, et elles expriment, côte à côte, les notions de corpuscules et d'ondes. Louis Daubreuil. À partir de 1911, les physiciens ont compris que l'atome, en fait, échappe à son étymologie. Il n'est pas insécable, il est composite. Donc un atome, c'est un noyau très petit autour duquel tournent des électrons, etc. Et le premier modèle qui a été fait d'un tel système a été proposé par Rutherford en 1911. C'est un modèle planétaire. Ça consiste à dire que finalement, l'atome est comme le système solaire. Sauf que la force qui agit entre les électrons et le noyau, ça n'est pas la force gravitationnelle, mais une force électrique. Les électrons ont une charge négative, le noyau a une charge positive, donc il y a une force électrique attractive qui maintient les électrons en orbite autour du noyau. Eh bien, l'électromagnétisme nous dit que dans ce cas-là, l'électron, du fait qu'il a une charge électrique, va émettre de la lumière. Il va donc perdre de l'énergie. Et là, la physique classique nous dit qu'un électron qui perd de l'énergie sur sa trajectoire elliptique, en fait, il va tomber sur le noyau. Ça veut dire que la physique classique est incapable de rendre compte de la stabilité de l'atome. Et c'est Niels Bohr, en 1913, qui va prendre acte de cet échec de la physique classique appliquée au monde microscopique et qui va proposer un modèle de l'atome dont il n'explique pas toutes les propriétés, mais qui est en rupture avec les lois de la physique classique. Les électrons de l'atome de Bohr ne peuvent avoir que des énergies bien déterminées. Toutes les énergies ne sont pas possibles. À chacune de ces énergies autorisées correspond une ellipse particulière pour la trajectoire des électrons. Et entre deux ellipses autorisées de tailles différentes, toutes les trajectoires intermédiaires sont interdites. Et Niels Bohr ajoute qu'un électron peut sauter d'une orbite autorisée à une autre orbite autorisée. Quand un électron gagne de l'énergie, c'est qu'il a absorbé un photon de lumière. Et quand il perd de l'énergie, il émet un photon de lumière. Donc le modèle de Bohr a cette vertu de pouvoir expliquer la structure des spectres de lumière que les atomes sont capables d'émettre ou d'absorber. Alors, ce que va montrer la suite de l'histoire, c'est que le modèle de Bohr, comme tous les modèles qui prétendent représenter l'atome de façon réaliste dans l'espace et dans le temps, ce modèle est faux. C'est-à-dire que les principes de la physique quantique qui vont advenir par la suite vont montrer, dans une démarche qu'on pourrait appeler une démarche iconoclaste, que toutes ces représentations spatio-temporelles, en fait, ne résistent pas à l'application des principes de la physique quantique. Par exemple, la notion même de trajectoire en physique quantique devient problématique et il faudra même y renoncer.
Le principe d'indétermination de Heisenberg nous dit qu'il n'existe pas de circonstances dans lesquelles une particule quantique soit décrite comme un corpuscule, c'est-à-dire comme un objet qui ait une position et une vitesse bien définies. Un objet quantique n'est jamais un corpuscule. La première équation vraiment fondamentale de la physique quantique date de la fin de 1925. Elle a été écrite par un physicien autrichien Erwin Schrödinger. Cette fonction mathématique, qui a la forme d'une onde, va permettre de calculer la probabilité de trouver l'électron en tel ou tel endroit autour du noyau d'un atome. Cette équation va être utilisée par différents théoriciens pour prédire de nouveaux phénomènes qui ont lieu au niveau microscopique, au niveau des particules, mais dont on ne voit pas a priori de contrepartie au niveau macroscopique. Un de ces phénomènes est ce que l'on appelle l'effet tunnel. Il a été découvert par un physicien d'origine russe, Georges Gamow. Si en physique classique, on a une montagne sur laquelle on projette une bille pour essayer de la faire passer par-delà la montagne, il faut alors lui donner une énergie suffisante pour qu'elle puisse grimper jusqu'au sommet et redescendre de l'autre côté. Eh bien, Gamow a montré qu'en physique quantique, ce n'est plus vrai. Une particule peut passer de l'autre côté de la montagne sans être passée par le sommet, comme s'il y avait un tunnel qui permettait de la traverser directement. Donc ce phénomène extraordinaire, invisible dans le monde macroscopique, se produit de façon courante au niveau microscopique. Par exemple dans le Soleil, vous savez que dans le Soleil il y a des réactions de fusion de noyaux. Les noyaux sont des entités chargées positivement du point de vue électrique, donc les noyaux se repoussent, et s'il n'y avait pas d'effet tunnel, eh bien la fusion de ces noyaux serait impossible, ou en tout cas très difficile. Alors on pourrait se dire que finalement la physique quantique c'est très beau, c'est très intéressant, ça permet de comprendre le monde microscopique, mais ça ne sert à rien d'un point de vue pratique. En fait c'est faux. L'effet tunnel dont on vient de parler a des applications très concrètes, il est à la base de ce qu'on appelle le microscope à effet tunnel, qui est devenu un objet courant de laboratoire. Les systèmes physiques, comme les particules, peuvent être représentés par des entités abstraites mathématiques, des vecteurs. Dans le formalisme quantique, les divers états possibles de ces systèmes, qu'on appellera des vecteurs d'état, peuvent s'ajouter les uns aux autres. Leur somme représente l'amplitude de probabilité de présence de la particule. En général, la position d'une particule n'est pas déterminée, elle ne le devient que si une mesure de position est faite sur la particule, mesure qui va choisir au hasard une position parmi toutes celles qui étaient a priori possibles. Une particule, ça se définit par un certain nombre de caractéristiques qui sont les mêmes pour toutes les particules du même type. Par exemple, tous les électrons ont la même masse, tous les électrons ont la même charge électrique. Donc, une particule se définit par certaines propriétés qui sont les mêmes pour toutes ces particules. Mais il y a d'autres propriétés qui peuvent varier d'une particule à l'autre. Par exemple, l'énergie ou la vitesse. Deux électrons ont la même masse, mais n'ont pas forcément la même énergie. D'accord ? Donc, notre façon de caractériser ces propriétés qui peuvent varier d'un électron à un autre électron, c'est ce qu'on appelle l'état de la particule. Tous les électrons sont identiques, mais ils ne sont pas tous dans le même état physique. Et par exemple, il y a une propriété qui peut varier d'un électron à un autre, c'est l'orientation de leur spin. Les électrons ont un spin, c'est-à-dire ils ont quelque chose qui manifeste ce qui classiquement pourrait ressembler à leur rotation sur eux-mêmes. Quand on mesure la direction du spin d'un électron le long d'un axe bien identifié, par exemple l'axe vertical, on trouve soit une valeur positive pointée vers le haut, soit une valeur négative opposée pointée vers le bas. Il n'y a pas de valeur intermédiaire. Quand on fait une mesure du spin le long d'un axe, eh bien on a une chance sur deux, dans ce cas-là, de trouver le spin vers le haut, et une chance sur deux de trouver le spin vers le bas. Et un électron peut évidemment être décrit dans un état quantique qui est la somme de cet état plus et de cet état moins. C'est ce qu'on appelle une superposition quantique, et cette superposition quantique a embarrassé les physiciens, notamment Einstein, notamment de Broglie, mais pas seulement lui. Schrödinger est le plus connu pour cela parce qu'il a essayé de montrer que cette idée de superposition, quand on essaie de la faire monter jusqu'au niveau macroscopique, conduit à des situations absurdes.
Schrödinger propose en 1935 une expérience de pensée, une sorte de canular. Il place dans une boîte un chat, une fiole contenant un gaz mortel, un marteau et une substance radioactive qui pendant 1 heure a 50% de chance de libérer une particule radioactive qui fera s'abaisser le marteau, cassera la fiole, libérera le gaz et tuera le chat. Tant qu'on ne regarde pas à l'intérieur de la boîte, c'est-à-dire tant qu'on n'effectue pas de mesures a priori, la théorie quantique dit que le chat vivant et le chat mort sont dans des états superposés, c'est-à-dire que le chat est à la fois mort et vivant. Si on regarde à l'intérieur de la boîte, c'est-à-dire que si on fait une mesure, on a une chance sur 2 de trouver le chat vivant, la fiole entière, le marteau levé. Cela veut dire que la particule n'aura pas été libérée et on a 50% de chance de trouver le marteau baissé, la fiole cassée et le chat mort. Au quotidien, ce n'est pas possible. Quand on voit un chat vivant, il est bien vivant et non pas mort à la fois. Et la physique quantique autorise l'existence de tels états qui nous semblent absurdes. Et ça va enclencher toute une série de réflexions sur ce que signifie une mesure en physique quantique. Est-ce que les objets ont des propriétés physiques déterminées avant qu'une mesure de ces propriétés soit faite? Est-ce que le réel existe vraiment? Est-ce qu'une mesure est une sténographie de la réalité? C'est-à-dire, est-ce qu'une mesure prend acte de ce qui est déjà là? Ou est-ce que l'opération de mesure va modifier ce qui a été mesuré? Autrement dit, si c'est le cas, il faut reconnaître alors que la mesure n'est plus une opération passive sur le réel. C'est plus une opération qui se contente d'enregistrer le réel. C'est une opération qui modifie le réel. Alors aujourd'hui, on a un peu progressé puisque on a une théorie qui s'appelle la théorie de la décohérence, qui montre que quand un objet est très complexe, quand il a un très grand nombre de degrés de liberté, eh bien, il subit constamment l'effet de l'environnement, de tout ce qui l'entoure, du vide, du rayonnement, de la matière, etc. Et cet environnement va l'empêcher de rester très longtemps dans un état superposé. Au début des années 80, Alain Aspect et son équipe vont utiliser les propriétés d'un phénomène appelé intrication et résoudre par des expériences une question philosophique sur la nature profonde du monde. En 1935, Einstein, Podolsky et Rosen écrivirent un article qui va, au cours des décennies, soulever un problème majeur pour la fin du XXe siècle. Ils découvrirent une nouvelle situation dans les équations de la physique quantique, dans laquelle 2 particules qui ont interagi, puis qui se sont séparées, ont des propriétés de très forte corrélation. On appelle ces particules des particules intriquées. Que veut dire forte corrélation? Ça veut dire que si je mesure une certaine propriété sur la première particule, par exemple sa vitesse, je vais trouver exactement la même vitesse pour la deuxième particule. Ou si je mesure la position de la première particule, je vais trouver la position exactement symétrique pour la deuxième particule. C'est une corrélation aussi forte que par exemple celle que vous avez pour les jumeaux vrais. Ils ont la même couleur d'yeux, la même couleur de cheveux, éventuellement la même maladie. À partir de là, Einstein, Podolsky et Rosen ont conclu que si 2 objets séparés ont des propriétés tellement semblables, c'est que chaque particule a une position bien déterminée et une vitesse bien déterminée, ce que contredit le formalisme de la physique quantique. Donc, ils ont conclu que la physique quantique est incomplète, ce que Niels Bohr conteste. Le problème, curieusement, ne va pas soulever un grand intérêt chez les physiciens, parce qu'en fait, les physiciens sont occupés à utiliser la mécanique quantique pour faire des tas de découvertes merveilleuses. Ils expliquent la structure de la matière, la liaison chimique, les propriétés de conduction des matériaux. Ils inventent, en utilisant la mécanique quantique, le transistor. Ils inventent le laser en utilisant la mécanique quantique. La situation va rebondir de façon spectaculaire avec John Bell. Ce que John Bell découvre, c'est que si l'on dit que les particules intriquées ont vraiment une vitesse et une position bien déterminées dès leur émission, comme l'affirment Einstein, Podolsky et Rosen, et que c'est pour ça qu'on va avoir la corrélation, alors le résultat des expériences ne peut pas dépasser une certaine limite maximale, fixée par ce qu'on va appeler les inégalités de Bell. Alain Aspect et son équipe vont montrer le contraire. Leurs expériences vont consister à créer une paire de photons intriqués et mesurer leur polarisation. Ils placent un premier polariseur d'un côté, dans une certaine orientation, puis un deuxième polariseur de l'autre côté, à plusieurs mètres, dans une autre orientation. Puis ils changent les orientations des polariseurs.
tellement vite que le changement s'effectue en un temps plus court que le temps de propagation de la lumière entre un polariseur et l'autre. Ils effectuent des statistiques sur les résultats de mesure qui leur indiquent s'il y a corrélation. On va confronter ça aux inégalités de Bell. Et nous allons trouver un résultat en accord avec la physique quantique. Donc ce que cette expérience souligne, c'est le caractère non local de l'intrication. Une paire de photons intriqués, même lorsqu'ils sont éloignés de 10 mètres, comme dans notre expérience, eh bien, ils continuent à constituer une sorte de tout inséparable, tel que ce qui se passe ici, en quelque sorte, est en interconnexion immédiate avec ce qui se passe de l'autre côté. C'est ça qu'on appelle la non-localité quantique. Eh bien, Bohr avait raison, on ne peut pas compléter la mécanique quantique. Mais d'un autre côté, Einstein avait raison de souligner que si la mécanique quantique a raison, alors c'est vraiment bizarre. Quelque chose semble aller plus vite que la lumière.